Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 10e édition du colloque Ressentez-vous. La thématique générale que nous vous proposons cette année s'intitule « Distance et proximité vers de nouvelles relations » et nous allons parler plus spécifiquement des nouvelles coopérations. Certains remettent à peine les pieds au bureau après de longs mois de télétravail et d'autres, bien d'autres, n'ont pas pu quitter leur lieu de travail. Mais en tout cas, pour tout le monde, notre façon de travailler ensemble a été chamboulée. Les réunions, les exercices de réflexion, de co-développement ou même les simples échanges verbaux ont été perturbés par la Covid. Alors il a fallu s'adapter. Il a fallu mettre en place des nouvelles façons de s'entendre, des nouvelles façons de coopérer. Et c'est de ça que nous allons parler avec nos invités. Anne Krupika, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de gestion à l'Université de Poitiers. Jean-Pierre Bacle, bonjour. Bonjour. Vous dirigez et vous animez l'EHPAD du Sacré-Cœur à Niort, dans les Deux-Sèvres. Tout à fait. Muriel Bois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'Autonome Lab, le tout nouveau gérontopole de Nouvelle-Aquitaine. Dites-moi si je me trompe. Alors, c'est en fait que Autonome Lab se transforme en un gérontopole. Voilà. Donc, c'est plutôt... On parle maintenant du gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Merci pour cette précision. Alors, Jean-Pierre Bacle, vous êtes, au cœur du milieu de l'EHPAD, puisque vous y travaillez, vous dirigez l'EHPAD, un EHPAD dans les Deux-Sèvres. Est-ce que les besoins de distanciation ont fait émerger des nouvelles coopérations? Je pense par exemple aux coopérations avec les familles. Je dirais que le Covid, ça nous a permis à nous de tisser non pas d'autres coopérations, mais de modifier la coopération qui existait avec les familles. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça les a singulièrement renforcées. Voilà. Comment? Alors, c'est vrai que c'est un des maîtres mots. Enfin, on a pris le parti de gérer cette situation de crise qui s'imposait à tout le monde, avec la signature qui était la nôtre, en partant d'un principe qu'on avait un projet d'établissement. Et il y a une crise sanitaire qui arrive, ce n'est pas pour autant que le projet d'établissement n'existait plus. Et quelques mois avant le mois de février ou mars 2020, on n'avait que les mots de bientraitance, d'ouverture sur l'extérieur à la bouche, et c'était des critères d'évaluation positive des établissements. Donc un sinistre sanitaire s'annonce. Comme tout le monde, on a eu peur. Mais très vite, la posture que nous avons collectivement essayé de tenir, c'est de refuser d'être piloté par la peur, quoi. Donc d'être conscient des risques, mais de refuser de se soumettre à la peur. Donc avec les familles, c'est le discours qui a été tenu. Et on a fait le pari d'une confiance mutuelle et d'une responsabilité partagée. C'est-à-dire on est un établissement qui s'est fait piéger comme tout le monde à la première vague, février-mars, mais après on a prôné une ouverture raisonnée. Et de dire à quelqu'un « je vous fais confiance, vous me faites confiance », ça permet d'ouvrir des possibles très surprenants. Voilà. Vous avez aussi coopéré avec des personnes vous avez continué à accueillir des personnes de l'extérieur, je pense notamment à des comédiens. Alors, voilà, c'est aussi l'atout des vieux bâtiments. C'est qu'il y a plein de portes partout. Donc on a la chance d'avoir, par exemple, un jardin qui est accessible sans pénétrer dans l'établissement. Donc c'est devenu une scène ouverte. Et à un moment où d'autres secteurs d'activité que le nôtre étaient impactés par la pandémie, ça a permis d'ouvrir la porte effectivement à des artistes pour essayer collectivement de toujours nous recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'était le maintien du lien. Ça a été notre guide, notre phare pendant maintenir le lien à tout prix. Voilà. Justement, quel qu'il soit. Pour maintenir le lien à tout prix, Muriel, vous avez peut-être observé au sein du gérontopole peut-être des services à domicile qui coopèrent avec des EHPAD pour, je ne sais pas, travailler main dans la main et accompagner la personne à chaque étape? Alors, oui, absolument. Je crois que Jean-Pierre l'a très bien dit. Tout le monde a dû se réinventer avec une liberté qui peut-être n'a jamais été, jusqu'à aujourd'hui, possible. On s'est permis des choses,
je pense, hein, je parle sous votre contrôle, mais je crois que effectivement, donc de ce point de vue très positif, oui, il y a des nouvelles collaborations. On peut dire que donc les EHPAD ont trouvé de nouvelles collaborations, de nouveaux moyens pour faire participer les familles, pour continuer à créer ce lien qui était vraiment essentiel entre les familles et les résidents. Alors avec plein de moyens techniques, technologiques, qui ont été un petit peu balbutiants au départ, et puis finalement chacun a trouvé son mode de fonctionnement. Mais je crois aussi qu'il y a eu besoin de liens, y compris pour les personnels de l'ensemble de ces établissements-là. Nous, on a beaucoup créé de communautés où, effectivement, on sentait que dans ce moment extrêmement complexe, les gens avaient besoin aussi de communiquer avec leurs pairs, de pouvoir échanger sur leurs difficultés, sur les trucs et astuces, sur comment tu as fait ça. Et ça, je pense que ça a été vraiment précieux. Et nous, on a essayé de créer vraiment ces moments de partage, donc des communautés qu'on a vraiment tenu à accompagner assez régulièrement, même si tout le monde était un peu dans l'urgence. C'était vraiment des petits sas qui permettaient vraiment de pouvoir communiquer. Et je crois aussi qu'il y a eu beaucoup de collaboration entre, par exemple, des tiers-lieux qui se sont mis à fabriquer des visières, des masques, entre des couturières qui, là aussi, se sont dit comment je peux être utile. Donc des nouveaux liens, des nouvelles collaborations, y compris avec des structures qui ne se parlaient pas du tout, y compris entre les professionnels du domicile et les professionnels des EHPAD. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut impérativement garder. Entre des mondes différents aussi. Absolument, qui n'a pas forcément les mêmes contraintes, qui n'a pas les mêmes façons de travailler. Y compris peut-être avec des structures du monde du handicap. Nous, on a monté un projet en se disant qu'est-ce qu'on peut faire remonter comme initiative avec des structures qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il n'y a pas des ponts à faire avec donc les professionnels qui s'occupent des personnes âgées? Et on s'est rendu compte que oui, il y avait vraiment des initiatives qui pouvaient être partagées et qui, là encore, étaient vraiment entre des mondes qui ne se parlent pas si facilement que ça habituellement. Et Anne, vous avez notamment observé ça, vous avez écrit un article sur la coopération entre l'école de Bordeaux et un fabricant d'équipements qui montre quelque part que des milieux peut-être qui ne s'intéressent pas du tout au secteur du grand âge ont pu s'y mettre à ce moment-là. Oui, tout à fait. Donc c'est l'entreprise Domalis qui est quand même spécialisée dans le mobilier pour EHPAD et qui a l'habitude de travailler collaborativement avec d'autres entreprises et puis aussi avec leurs partenaires. Se sont rendus compte que pendant cette crise de la Covid-19, eux, ils étaient face à un problème qui était, ils avaient les machines, ils avaient même les matières premières. Ils voyaient qu'il y avait un besoin vraiment auprès de leurs partenaires en matière de protection, puisqu'il n'y avait rien pour les protéger. Donc ils se sont dit, il faut absolument des visières de protection. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ils se sont dit, très rapidement, on va se rapprocher de l'ENSAM, donc il y a une école d'ingénieurs à Bordeaux. On va se rapprocher du CHU de Bordeaux aussi pour avoir un petit peu... Donc l'ENSAM a développé un plan de visière. Le CHU de Bordeaux l'a homologué aussi. Ils ont vu avec une autre entreprise qui est spécialiste d'injection plastique à Châtellerault, qui s'appelle CDA Développement, comment faire des supports pour ces visières. Ils se sont rapprochés aussi de leurs fournisseurs habituels à l'IUMM en se disant comment on pourrait travailler ensemble. Et en une semaine, ils ont sorti une visière qu'ils ont pu livrer notamment à Jean-Pierre. Voilà. Donc c'était des personnes effectivement qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui se connaissaient pas forcément, qui connaissaient pas forcément les besoins des uns et des autres, mais qui ensemble ont pu aboutir à un projet en très peu de temps, en fait. Jean-Pierre, c'est vrai que ça me fait sourire parce que au tout début. Au tout début de la pandémie, il y a eu ces choses-là, effectivement, qui se sont faites dans un délai, comme vous le disiez, en une semaine. Après, je me souviens d'une entreprise qui dit « vous ne direz rien, mais si vous êtes en panne de masque », parce que c'était la belle période où les masques étaient-ils utiles ou pas, on se posait encore la question. Donc, il avait des masques FFP2, parce que c'était une entreprise dans le bâtiment. Alors, il y a eu un moment où c'était plus ou moins réquisitionné, ce genre de matériel. Donc, il y a eu aussi tous ces
petit signe de solidarité. Si vraiment vous êtes dans la peine, tu m'appelles et je t'emmènerai des masques. Voilà. C'est une entreprise avec laquelle on avait travaillé lors des restructurations. Enfin, il y a eu plein de petits gestes comme ça qui n'étaient pas encore organisés. C'est vraiment l'humain a cette capacité à montrer des belles facettes de sa personne dans les moments particulièrement compliqués. Et il y a eu plein de cadeaux pendant cette période. Voilà. Plein de difficultés, mais aussi plein de cadeaux. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de retenir le côté cadeau sans du tout minimiser l'état d'épuisement dans lequel tout le secteur se retrouve aujourd'hui, parce que c'est aussi une réalité. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait eu des cadeaux. Voilà. Donc pendant toute cette période, on n'a pas pu se voir. Il y a eu quand même une importante place qui a été donnée aux outils de communication, plateformes à distance. Anne, quel rôle ont joué ces outils dans la période qu'on vient de traverser, quoi. Comment les gens se sont adaptés ? Je dirais que grâce à la crise, tous ces outils ont pu progresser. Parce qu'il y avait plein de chantiers qui étaient à droite, à gauche, et puis on le voit même à l'université de Poitiers. On avait des outils aussi de travail collaboratif, de travail à distance, etc. Et puis là, finalement, on a mis l'énergie pour développer des outils et puis pour se dire, voilà, on va être sur un outil qui va être de la conférence en ligne, et purement de la conférence en ligne, mais que ce soit Webex, ce qu'on utilise donc à l'université, Teams ou Zoom, eh bien, il y avait une fonction qui n'existait pas avant et que chacun a développée, c'est la possibilité de faire des sous-groupes. C'est-à-dire, on est en mode conférence, on a un grand groupe, et après, si on a besoin de faire travailler les gens par petits groupes, faire des mini-tables rondes, des mini-ateliers, on peut les mettre par sous-groupe et l'animateur peut aller dans chacun des sous-groupes pour voir comment ça se passe. On peut utiliser aussi le tableau blanc. On peut utiliser WooClap pour faire ce que vous utilisez, c'est-à-dire les petits sondages pour savoir quel thème on va mettre en avant d'abord. On va pouvoir utiliser des post-it virtuels aussi, des tableaux blancs virtuels, et donc chacun va pouvoir finalement faire comme si on était tous réunis. Mais là, ils mettent leur post-it, on peut même faire un mind mapping ensemble. Donc en plus, c'est plus collaboratif parce que là, c'est pas que l'animateur qui remplit l'outil, mais chacun va pouvoir rajouter un petit peu sa case, ce qui lui paraît important. On va pouvoir, si on dit, il faut, alors on dit biffer, mais c'est mettre du stabilo sur ce qui paraît redondant, là, on le voit tout de suite. On va dire, tiens, on va biffer en vert ce qui vous paraît redondant, et puis donc on va mettre du vert un peu partout. On va biffer en rouge ce qui n'est pas essentiel, donc on va pouvoir le faire. Et justement, c'est plus amusant, y compris pour quelqu'un qui, au départ, ne sait pas le faire. Alors, ça demande quand même un temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'on fait d'abord une séance à blanc, parce que sinon, sur le tableau blanc, on dit, vous prenez les étiquettes, et puis il y en a qui n'ont pas trouvé, donc ils nous mettent, au lieu d'avoir le stylo, ils nous le mettent au marqueur, donc c'est en gros, etc. Donc, c'est aussi l'occasion de rigoler un petit coup en disant, non, vous suivez bien, etc. Et même, quelles que soient les générations, les âges, et justement, chacun participe. Et là, moi, quand j'ai formé mes étudiants justement aux tables rondes virtuelles, etc., donc en ligne, au début, ils me disent « Oh, mais les gens ne vont pas répondre », donc ils préparaient beaucoup de questions. Alors moi, je pars, en général, j'ai très peu de questions et je laisse parler les gens. Ils m'ont dit, là, les gens ne vont rien dire. Et puis, j'ai dit, mais faites tourner la parole et vous interrogez pas les mêmes personnes au début. Donc, ils avaient leur petite liste et puis ils faisaient tourner. Et ils étaient là, mais les gens ont bien parlé. Mais ils avaient plein de choses à dire. Mais ils ont participé. Et puis, même cette personne qui avait comme un certain âge, oui, elle savait où étaient les stickers, elle s'en est occupée, etc. Du plaisir à biffer, peut-être un peu trop, mais au moins, les gens participent. Et puis, ils se disaient, 45 minutes sont passées, mais on ne les a pas vus passer parce qu'on s'est dit, faut pas dépasser. Au début, on avait dit 20 minutes, et puis les gens disaient, 20 minutes, c'est pas assez long, donc la séance d'après, on fait un peu plus long. Et voilà, et ça a permis quand même aux gens de participer comme s'ils étaient en réel. Muriel, au sein du Gérontopole, vous êtes familiarisée avec ces outils-là ? Oui, absolument. Alors, effectivement, nous, il se trouvait qu'on était en pleine co-construction du Gérontopole. Donc, autant vous dire qu'on était parti bille en tête avec des beaux ateliers qu'on allait faire dans des lieux plutôt sympas, avec justement plein de petites salles où on allait ensuite... Et donc, on a tout transformé en virtuel. Donc, on a beaucoup progressé. On a eu, je crois... alors, on est tombé, nous, en fait, au tout premier confinement.
Donc assez bizarrement, c'était un moment où finalement tout le monde était chez soi. Et il y a eu un petit moment de flottement, donc on a eu beaucoup de monde dans nos ateliers. On a eu un effet d'aubaine et c'est vrai qu'on a fait exactement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire que des post-it virtuels, des salles virtuelles où on faisait vraiment des ateliers d'intelligence collective, ça a été extrêmement productif. Peut-être même plus que si on s'était retrouvé en réel. Puis je crois qu'il y avait aussi l'effet nouveauté. Tous ces outils-là, finalement, c'était quasiment les premières fois qu'on les utilisait. Donc, oui, bien sûr qu'il y a eu des loupés, bien sûr qu'on a beaucoup ri, bien sûr que c'était aussi de la tension, parce que, bon, il faut quand même arriver au bout avec de la production. Mais ceci dit, je pense qu'effectivement, on a beaucoup progressé. Les outils ont beaucoup progressé aussi. Et si bien qu'aujourd'hui, on a moins de difficultés à les utiliser et puis même à se donner des petits challenges sur de l'intelligence collective à distance. On sait que ça marche, y compris pour des âgés. Effectivement, il suffit quand même un peu de les accompagner, mais je crois que c'est peut-être eux qui ont le moins d'appréhension par rapport à des plus jeunes. Donc là, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Donc oui, c'est une nouvelle façon de travailler, oui, c'est sûr. Et est-ce que ça n'a pas permis aussi à plus de gens d'être tenus au courant alors que les réunions physiques finalement se tiennent quand même à petite échelle et sont plus ponctuelles Ah oui, ça sans aucun contexte. Après, là, c'est vrai aussi que depuis, on fait des webinaires, on a fait pas mal de choses aussi virtuelles. Même si tout le monde râle un peu en disant « oh là là, il y en a tellement », mais finalement, on se rend compte que quand la thématique est là, quand le fond est là, on arrive encore à mobiliser beaucoup d'intervenants. Alors, on a aussi progressé sur les formats, on était au départ sur des formats trop longs, donc on s'est réadapté nous aussi, mais je crois que c'est définitivement de nouvelles façons de travailler, c'est sûr. Et enfin oui, ça élargit l'espace géographique. Et Jean-Pierre, vous me disiez que bon, vous avez au sein de l'EHPAD proposé des tablettes aux personnes qui ne pouvaient pas recevoir leurs proches chez elles. Donc finalement, il y a certaines familles qui se sont senties plus proches de leur... Alors, par contre, c'est vrai que pour rebondir sur vos deux interventions, nous, ça a mis de manière très criante en évidence nos besoins en montée en compétences, quoi. Parce que avant de les maîtriser, les outils, nous avons du chemin à faire. J'ai du chemin à faire. La bête fonction de partage d'écran, c'est pas inné. Mais ça, en termes de discipline de réunion, moi, j'ai trouvé ça hyper agréable que les gens s'écoutent. Parce que de toute façon, dès que plusieurs micros sont ouverts, c'est l'enfer. Donc ça a été, en termes d'efficacité, quelque chose, je trouve, de positif. Après, mais bon, pour vous répondre, je dis au niveau des tablettes, alors on accueille actuellement sur les deux sites des personnes, 80% des personnes ont des troubles cognitifs assez avérés. Par contre, la reconnaissance, alors dans l'usage, dans la technique, il y avait besoin d'une assistance technique pour utiliser l'outil. Par contre, effectivement, il y a des témoignages on avait des rencontres, les kilomètres n'existaient plus. D'associer son père, donc le grand-père de ses enfants aux anniversaires, on se met autour de la table et il y a les bougies et tout le monde pouvait être ensemble à ce moment-là. Ça affranchissait les heures aussi. On pouvait faire de la visio n'importe quand. Alors, une de nos difficultés aujourd'hui, c'est qu'on a créé des envies, des besoins, et maintenant il faut pouvoir répondre. Et on n'est pas toujours en capacité de le faire. Et très concrètement, aujourd'hui, on met 10 visios en même temps. C'est notre système informatique à nous qui plante, parce qu'on n'a pas les débits suffisants. Et les débits, là, on ne maîtrise pas tout en la matière. Et ça, c'est un réel problème pour avancer dans la maîtrise des outils. L'usage par les personnes, maintenant, il y a eu des interviews aussi de journalistes qui ne pouvaient pas rentrer dans l'établissement et qui ont fait des interviews avec des résidents en visio. Des enterrements aussi sur YouTube. Alors, ça, oui, ça fait partie de nos... Mais
Oui, ça fait partie des choses. C'est vrai qu'il y avait à un moment donné où les obsèques étaient interdites. Alors, notre fameux jardin qui était scène ouverte, avec un accès possible sans passer par l'EHPAD, mais ça nous a permis d'organiser des obsèques au jardin. Et comme il y avait la scène ouverte, avec une chaîne YouTube privée, les gens qui étaient... Alors, je me souviens notamment d'obsèques où il y avait Angers, Berne et Barcelone qui étaient en ligne pour les obsèques. Voilà. Et on était dans le respect des règles sanitaires de l'époque, mais il était hors de question, alors, pour nous, que des gens ne puissent pas commencer à faire leur deuil, et en toute sécurité sanitaire. Voilà. Donc là, c'était en live un petit peu? Oui. C'était alors là, transmis en live. dans nos petites maîtrises, on a investi dans une caméra de vidéovigilance qu'on a détournée, orientée côté jardin, en rajoutant... un micro sympathique qui marche bien et qui évite de prendre le bruit des arbres. Et donc avec une baffle devant, on avait une qualité de son tout à fait acceptable. D'accord. Mais ça aussi, ça a été... Allô, monsieur informatique, venez nous aider, on veut faire une scène ouverte la semaine prochaine et on veut... voilà. Et donc il y a des gens qui se sont mobilisés pour venir nous aider. Alors on était vraiment dans du grand bricolage, hein, avec le câble... qui sort dans le jardin. Mais, oui, mais voilà. ça a marché. Ah, ça a marché. Et je pense que ça a répondu à un vrai besoin. Et ça donne des idées. Donc, la scène ouverte existe toujours. Si des gens veulent venir se produire, ils sont les bienvenus. Mais c'est vrai que dans la maîtrise, par contre, c'est vraiment un souci pour nous. Enfin, je veux dire pour nous, alors je vais témoigner juste pour notre petite association. Alors, on a 2 sites distants de 30 km. Par contre, pour se faire des réunions, c'est à Royal. Parce qu'on n'aurait jamais pensé se faire une visio avant. Il fallait forcément se déplacer. Et on gagne un aller-retour, c'est 1 heure de gagner. Sur une journée, ça n'est pas rien, quoi. Même le téléphone, on préfère se faire une visio qu'un coup de téléphone. Ça marche aussi parce qu'on se connaît. Donc, on a aussi une proximité... visuel, nous ne sommes pas que des vignettes, pour reprendre votre conversation de tout à l'heure, parce que c'était quand même une perte de sens au niveau de la communication. Le feedback n'est pas le même avec un écran. Tout de même, c'est toujours la réserve que j'aurais, moi, par rapport à ces outils, malgré tout. C'est vrai que là, on est passé de tout à rien. Enfin, je ne sais pas dans quel sens le dire, mais... effectivement, on n'était pas prêt à ça, on s'est adapté. On sait aujourd'hui qu'on aura du mal à revenir en arrière, mais je crois que ça ne sera jamais tout l'un ou tout l'autre. Je crois qu'on va arriver à quelque chose d'assez équilibré finalement, mais ça nous a ouvert tellement de nouvelles perspectives que ça va être compliqué de revenir en arrière. Et dans une région comme la nôtre, les distances... sont quand même conséquentes, et d'envisager de travailler aisément ensemble de Limoges à Moléon, c'est tout sauf un problème maintenant. C'est vrai. Et alors Anne, comment on peut faire en sorte que ces façons de coopérer, parce qu'on ne pourra pas revenir en arrière, comment on peut faire en sorte que ces façons de coopérer, elles soient accessibles au plus grand nombre Déjà, je pense que le plus grand nombre a l'habitude aussi de coopérer un petit peu de cette manière-là. Et maintenant, justement, alors, nous, à l'Université de Poitiers, on travaille de plus en plus sur les formes hybrides. C'est-à-dire de se dire, voilà, il y a une partie en présentiel, une partie de la salle en présentiel et une partie à distance. Donc dans ces cas-là, l'animateur reprend un petit peu tout son rôle, puisque c'est lui qui va devoir remplir comme avant les mind maps, coller les vignettes, enfin les gommettes, etc. Mais chacun pourra intervenir, etc. Parce que si on est en hybride, je sais que la première fois qu'on est revenu en hybride, quand il y a des gens en présentiel et des gens à distanciel, ils avaient pris l'habitude d'écrire et ça faisait des animations silencieuses. Et c'était très étrange. C'était vraiment très, très étrange parce que soit la personne qui était à distance commençait à parler et nous, on l'entendait, ça résonnait dans toute la salle et les autres n'osaient plus parler. Soit quand quelqu'un parlait, s'il était trop loin du micro, on ne l'entendait pas. Donc on a commencé d'abord à faire par écrit, puis après très vite on s'est adapté et on a dit non, il faut qu'il y ait à nouveau un animateur qui anime. Mais voilà, et donc on travaille avec 2 écrans, un écran qui projette et un écran spécifique pour ceux qui sont en ligne. Donc c'est un grand écran de télévision, donc on a vraiment les personnes qui sont en ligne mais face aux personnes qui sont dans la salle. La configuration de la salle aussi est différente.
À savoir que là, on fait un arc de cercle vraiment entre les deux écrans, et qui comprend les deux écrans. Il y a l'animateur au milieu, et puis il y a vraiment une personne qui assiste pour donner la parole aux uns et aux autres. Et donc, c'est une autre manière de travailler, mais vraiment en hybride. Là. Donc parce que je pense par exemple au public les plus âgés qui sont peut-être pas non plus très familiers avec ces façons de faire dématérialisées ou hybrides. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux qu'ils soient dans la salle, ceux-là. Il vaut mieux qu'ils soient dans la salle, mais vous faites toujours avec ces personnes, quoi. Vous les incluez toujours au processus de... Ça va dépendre du sujet, du thème. Hein, quand c'est vraiment eux les personnes concernées. Ou alors on peut aussi le faire, Somfy, ils l'ont fait complètement dématérialisé, en utilisant une plateforme. C'est-à-dire une plateforme du type Klaxoon sur laquelle d'abord on dit la question a été vous avez fait beaucoup pour votre maison, maintenant imaginez que la maison ait quelque chose à faire pour vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse pour vous? Et donc là on met toutes les idées et là ils reviennent complètement à quelque chose de dématérialisé pour ces usagers-là qui vont après pouvoir aussi participer à la co-construction, mais dans ces cas-là ils ne seront pas du tout, eux ils restent sur la plateforme, et donc l'animateur, lui, est dans la salle avec des spécialistes, des ergothérapeutes, etc., qui vont être là, ici, dans la salle, et faire des propositions, et ce sont les personnes en ligne, donc les usagers en ligne, qui vont interagir. Et là, c'est complètement... là, c'est inversé. Donc ça va vraiment dépendre du thème. C'est soit les spécialistes sont en ligne parce qu'ils sont loin. C'est vrai que là aussi, quand on s'affranchit des distances, on se dit, j'ai un psychologue ou un philosophe spécialiste du temps, et puis, mais il est, soit il est en marketing, mais il est en Bretagne, à Rennes, soit il est à Lyon, et donc là, il participe à notre réunion de groupe, et j'ai juste les usagers qui sont là, et puis qui font part un petit peu de leurs difficultés à appréhender le temps qui passe, et puis... Voilà. Et donc sur cette thématique-là, c'est eux qui vont parler, et puis après, les spécialistes qui vont pouvoir interagir et faire des propositions. Ou alors on inverse les choses, et puis les spécialistes sont dans la salle et sont les usagers qui sont à distance parce que c'est plus pratique. Mais en gros, en fonction des catégories, on va se dire, on en revient à catégoriser les usagers, les experts, les aidants, les soignants, etc. Mais te dire, il y a une catégorie qui est en salle et il y a l'autre catégorie qui est à distance. Mais finalement, on mélange plus vraiment dans la même salle ou dans les mêmes conditions ceux qui sont ou usagers ou experts, sachant que les soignants, les aidants vont être aussi des usagers en fonction de la thématique. Dans un EHPAD, les usagers ne sont pas que les personnes seniors. Voilà. Et Jean-Pierre, à l'échelle de l'EHPAD du Sacré-Cœur, la coopération que vous avez pu observer, elle est vraiment basée sur la confiance. C'est quoi la clé un petit peu Vous disiez qu'il y a un robot qui prend la température à l'entrée, mais que personne ne vérifie. Oui, c'était aussi là, dans les thématiques d'expérience client. Ça nous a décomplexé. C'est vrai qu'il y a des mots qu'on n'aurait pas osé utiliser, mais maintenant, du moins, il y a encore des résistances, mais ça fait partie aussi des cadeaux de la Covid. De rentrer dans un établissement avec quelqu'un qui vous pointe un pistolet sur la tempe pour vous prendre la température, ça, il n'en était pas question. Voilà, dans le maintien du lien, par exemple. Donc, il y a une autre entreprise qui est dans le conseil, dans le consulting RH, qui s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour contribuer à une expérience client positive. Donc, ils ont fait travailler leurs neurones et ils ont inventé un robot, voilà, c'est une tablette en fait, on se présente devant et elle est réglée pour prendre la température. Donc je suis allé régler à 37,2. Si vous dépassez le 37,2, ça va s'afficher en rouge. On vous invitera éventuellement à rebrousser chemin, mais personne ne vous empêchera. Il n'y a pas de porte qui se ferme, ni de vigile qui sorte. Mais c'est donc dans l'approche de la responsabilité. Si par mégarde, vous avez oublié de mettre votre masque, il y a la machine qui gentiment veuillez porter un masque, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, c'est mis dans un endroit qu'on ne peut pas ne pas voir, mais qui est suffisamment discret, parce que ça fait quand même partie des usages. C'est devenu normal qu'on sache la température de tout le monde. S'il y a quelque chose qui est quand même
du ressort de l'intime, la température corporelle, je trouve que ça en fait partie, quoi. Alors, donc il n'était pas question, enfin on listait bien, alors on a nos recommandations, on a tous eu les mêmes, hein, donc on sait qui rentrait, on avait des engagements, on essaye de ne pas être plus nombreux que X personnes. Vous êtes les bienvenus si vous êtes en bonne santé. Si vous êtes un peu malade, la façon de montrer à vos parents que vous les aimez, c'est de rester chez vous. Enfin, c'est ce qu'on a écrit sur la porte d'entrée. Et il y avait dans la foulée la prise de température, et ça m'a fait sourire parce qu'on a eu des réunions pour savoir dans quel sens il fallait prendre le stylo pour émarger sur la feuille. Après, c'était de désinfecter la main, mais si on le remettait... Non, je veux ça. On a eu des réunions comme ça. Et là, c'est vrai que dans l'expérience client, et c'est devenu un jeu ludique. Il y a des personnes qui viennent se prendre la température par jeu, parce que on approche, on fait une mise au point, poum, ça vous dit. Et ça avait un côté à la fois très rassurant et pas du tout anxiogène. Et ça a été vécu comme ça autant par les personnels que par les familles, parce que on a utilisé le même système pour tout le monde. Voilà. Donc après, c'est une entreprise avec laquelle on a continué à travailler au-delà de la prise de température. Mais c'est vrai que je dirais que ça nous a décomplexés. Et maintenant, tout ce qui est robotique aussi, alors c'est un appel, si des gens veulent nous accompagner, comme il y a eu plein de gens généreux pendant la Covid, j'invite tous les organismes généreux qui l'ont été pendant 1 an et demi à continuer à l'être, parce que font des parties pour acheter du robot, toutes les approches non médicamenteuses qui s'appuient sur les nouvelles technologies. Autant il y avait un frein, là il n'existe plus du tout. Hein. Enfin, si on arrive à les mettre au service des personnes, je mets toujours ceci. Alors, et là, c'est vrai en tout cas, ça me fait rebondir sur une chose, c'est que on se rend quand même compte qu'il y a eu quand même une vraie différence entre l'EHPAD et le domicile quand même, y compris en termes de matériel, y compris en termes de lien social. Autant on peut entendre qu'effectivement, quand on est quelqu'un d'âgé, on a besoin d'être un peu accompagné, ce qui a été le cas en EHPAD, même s'il y a eu des difficultés parce que le personnel lui-même devait monter en compétence, ce que vous avez très bien expliqué, mais à un moment donné au domicile, je pense que ça a été plus compliqué, c'est encore à mon avis plus compliqué. Et là, il y a aussi un vrai enjeu, c'est-à-dire comment est-ce que quelqu'un qui est seul chez lui peut quand même conserver du lien social, utiliser une tablette qui, même si elle est plus simplifiée, il faut quand même que la tablette elle arrive jusqu'à lui. Comment est-ce que chez quelqu'un de très âgé, on n'a pas d'internet, on n'a pas de connexion, donc comment on fait dans ce cas-là? Je pense qu'on a beaucoup progressé en institution, on a un peu moins progressé en termes de nouvelles technologies, de lien social à domicile. Est-ce que c'est justement une thématique qui fait partie des axes de recherche du Gérontopole? Oui, bien entendu, parce que le domicile, on l'entend tous autour de nous. C'est là où nos parents veulent vieillir, c'est là où nous-mêmes, on veut rester le plus longtemps possible. Avec toutes les difficultés que ça engendre, avec le formidable travail qui est fait par les services d'aide à domicile aussi, qui ont trouvé aussi des ressorts formidables et ont fait preuve de beaucoup d'inventivité, y compris pour vraiment amener un service au domicile. Donc je crois que là, il y a de très belles initiatives qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Mais à nouveau, la question du matériel, qui est quand même le support important de l'ensemble de ces interactivités, je crois qu'il a un peu plus de mal aujourd'hui à arriver au domicile. Donc peut-être c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour faire en sorte que l'infrastructure arrive au domicile et le matériel qui permet le lien social puisse être utilisé, accompagné et permette véritablement d'avoir des interactions. Anne, est-ce que vous avez quelque chose? Alors moi, ça me fait penser un petit peu Alors, c'est vrai que pour ce lien social, alors dans certaines banlieues un peu défavorisées, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les associations de quartier qui se sont dit, voilà, on va faire des choses pour les personnes âgées et qui préparaient des paniers de courses. Comme ils le faisaient pour les plus nécessiteux, ils le faisaient aussi pour les personnes âgées. C'était l'occasion de leur demander aussi s'ils avaient besoin de quelque chose ou autre. Parce qu'ils disaient, mais là, cette dame, elle vit toute seule, elle est âgée, personne ne vient la voir parce qu'on est confiné. Donc, on va s'occuper de notre voisine qui a un certain âge. Donc, il y a déjà ça qui s'était développé dans les quartiers. Puis, je pense aussi, il y a certaines associations qui étaient plus spécialistes du handicap, mais qui proposaient du matériel pour certaines formes de handicap. Et là, c'est vrai que peut-être se dire, voir si
parce qu'il y avait du matériel informatique, il y a plein de choses, notamment pour ceux qui ne peuvent plus parler ou autres, et qui sont sur des maladies dégénératives notamment, et de se dire peut-être envisager aussi un partenariat avec ces associations-là, mais plus pour équiper aussi des personnes âgées en tablette ou autres, en se disant, voilà, parce que le matériel, et puis travailler peut-être aussi avec des associations comme l'Atelier du Bocage qui reconditionnent du matériel. Des fois, quand le matériel est trop vieux, ils disent on va le recycler, mais pour l'envoyer à l'étranger, c'est dommage, parce qu'ils se disent on ne va pas pouvoir le vendre. Donc là, c'est peut-être se dire, voilà, mais peut-être le donner après à des personnes âgées pour qu'elles puissent rester en lien. Alors c'est vrai que l'ordinateur met plus de temps à s'allumer, etc. Mais finalement, une personne âgée, si elle anticipe bien, elle sait, 1 heure avant la visio, je vais allumer l'ordinateur. Je pense que c'est... Et une question que j'aimerais vous poser à tous les trois, c'est est-ce que ces nouvelles façons de communiquer, elles ont permis aux premiers concernés, donc les personnes âgées ou le personnel soignant, de se faire plus entendre, de prendre plus la parole, d'être plus peut-être que leur parole soit plus directement entendue? Ça, c'est une question. Alors, moi, je pense que c'est une question très difficile. Je crois qu'il y a eu une telle urgence à rendre service, à être utile, à vraiment être dans l'action immédiate, que cette prise de parole, elle n'a pas vraiment eu lieu parce que ce n'était pas le moment. Je pense que c'est probablement peut-être maintenant que cette prise de parole, elle pourrait avoir lieu, parce que je crois que c'est Jean-Pierre qui a dit que les équipes, elles sont épuisées aujourd'hui. Et je pense que malgré tout, ça n'a pas forcément facilité leur travail que d'être dans une crise comme celle-ci, même si, on l'a dit, elles ont fait preuve, toutes ces équipes ont fait preuve de beaucoup d'engagement, de beaucoup de créativité, mais ça a été en plus de tout ce qu'elles faisaient déjà aujourd'hui. Donc, passer du temps à installer la connexion pour que Madame Y, elle puisse converser avec sa famille, c'est quand même malgré tout des choses qui se font en plus. Je crois que tous ces plus, finalement, ça vient quand même alourdir un petit peu la grande addition des tâches. Et peut-être qu'on n'en a pas pris conscience parce que, effectivement, prendre son smartphone, il y a combien d'aides à domicile ont utilisé leur propre smartphone pour que la personne aidée puisse avoir des interactions avec ses proches. Et je crois que ça n'a peut-être pas été forcément très valorisé. Jean-Pierre? Pour rebondir sur la question du domicile, l'aide aux usages, je n'ai pas connaissance que ça figure dans les plans d'aide APA de manière très facile et spontanée. Voilà. Donc c'est objectivement tout de suite un frein, pour le moins, à l'intervention des professionnels. Après, il y a d'autres catégories d'acteurs. Dans le département, ça m'a surpris de voir les centres socio-culturels se remettre en route à destination du grand âge, parce que ça ne faisait pas partie des publics vers lesquels ils se orientaient spontanément. Donc là, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Et c'est vrai que la différence entre l'EHPAD et le domicile, elle est là. C'est vrai que si au niveau d'un établissement, on fait le choix, on se donne une orientation de promouvoir ce genre d'outils, on a cette marge de manœuvre et qui nous est possible. Mais, actuellement, il y a un poste d'animation. Donc, est-ce qu'on va recruter un profil d'animateur classique, ou est-ce qu'on ne va pas chercher quelqu'un plutôt pointu sur les usages du numérique, ou envisager des collaborations avec des organismes qui ont les compétences et sans forcément que nous recrutions du personnel en CDI. Voilà, c'est les interrogations du moment. Et on a pris l'habitude de parler maintenant de manière plus simple avec les habitants. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire qu'on a quand même les habitants et leurs proches. Enfin, quand on travaille, on travaille aussi pour ceux qui seront vivants quand ceux qu'on accueille ne seront plus là. Et que de pouvoir continuer à vivre en se disant j'ai fait tout ce que je souhaitais, tout ce que je pouvais, du mieux que j'ai pu pour mon papa ou ma maman, ça fait partie d'engagement d'humain que je trouve que ça fait partie de nos missions. Donc dans les usages, il y a aussi la façon d'ouvrir la porte, parce que voir des smartphones,
tablette, rentrer dans un établissement, quand on voit l'usage qui pouvait être proposé par certaines familles. J'ai le souvenir d'une magnifique vidéo prise avec le noyau de cerise sous un lavabo, avec la date du jour où le noyau de cerise avait été posé, et puis la photo une semaine plus tard avec le noyau de cerise qui était toujours là. Donc quand on fait rentrer le numérique, l'image, les réseaux sociaux dans les établissements, c'est aussi... Donc quand je vous parlais de confiance, voilà, la réflexion sur l'usage, on doit l'avoir là aussi. Les smartphones, maintenant le règlement intérieur du personnel, le smartphone, il reste au vestiaire. Mais heureusement que c'est une disposition avec laquelle on prend quelques largesses, parce qu'il y aurait beaucoup d'avertissements et de mesures disciplinaires. Mais ça a modifié, même au niveau du management. Enfin, il y a eu une intrusion les personnels de nos établissements, enfin des établissements et services. Ils ont été sur le feu 24 heures sur 24. Hein, parce qu'en rentrant chez soi, c'était aussi être dans le stress de comment je me préserve pour ne pas contaminer ou risquer de contaminer. Et on ne va pas parler des problèmes de garde d'enfants à gogo, mais on a vraiment fait... Jusqu'au Ségur de la santé, on ne sait toujours pas comment on va financer cette mesure. On voudrait mettre les personnes encore plus en difficulté qu'elles ne le sont, on ne s'y prendrait pas autrement, je trouve. Donc par rapport aux usages, c'est vraiment il y a un contrat de confiance, parce que c'est vrai qu'avec... on veut abîmer l'image d'une structure, c'est hyper facile. Et selon l'heure, là, donc d'apprendre à lire les images aussi, à les décoder, il y a toute une culture à faire. Hein. Mais la confiance, moi, c'est quelque chose qui ne se découpe pas en morceaux, quoi. Donc après, alors c'est une question de posture. Moi, je préfère prendre le postulat de la confiance en sachant très bien qu'il y a des gens qui vont en abuser, mais c'est leur problème, c'est pas le mien. Et c'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui feront un mauvais usage des outils que les outils sont mauvais. Voilà. Donc, alors oui. Alors, il n'y aurait pas eu la Covid, je ne suis pas sûr que je l'aurais dit de manière aussi massive. Mais là, j'ai dit oui. Faisons rentrer tout ce qui peut nous aider, quoi. Et le numérique, la robotique, la domotique, oui, tant que ça reste quelque chose au service des personnes qu'on accompagne et des professionnels dont c'est le métier. Pardon. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Non, mais je sais qu'il y a des ateliers, il y a des associations qui proposent des formations. Alors, ils interviennent plus dans les écoles, mais ils pourraient intervenir aussi dans les EHPAD sur le bon usage des réseaux sociaux, sur le bon usage des outils numériques, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que l'on n'a pas le droit de faire, mais dont on ignore en fait les limites, les contraintes, etc. Donc c'est vrai que si j'ignore que dire du mal de quelqu'un est interdit, que je peux encourir des choses aussi si je tiens des propos infamants, voire diffamatoires, faut être averti. Qu'est-ce que je peux mettre ou pas sur les réseaux sociaux, parce que je laisse une trace, et donc si je veux que ça reste de l'ordre du privé et que c'est juste une blague de potache, mais juste que j'envoie à un ami, parce que finalement on peut l'envoyer à un copain quand on a 12 ans, mais on peut l'envoyer aussi à un copain quand on a 85 ans, hein, et après on ne sait pas où ça part et où ça peut être repris, etc. Donc il faut aussi en avoir conscience. Donc il y a des associations qui font ce travail, alors certes plus avec des adolescents, mais ils pourraient très bien aussi le faire avec des personnes plus âgées. Et puis il y a des associations, il y a des agglomérations, moi je vais en région parisienne, qui proposent, donc pour les personnes âgées qui sont autonomes, qui leur proposent des formations justement à l'informatique, aux outils numériques, etc. Et donc après, je sais, puisque mon père en bénéficie, voilà. Et donc maintenant, c'est sûr, il sait beaucoup mieux se servir. Alors au début, c'était parce que Skype, au début, c'est vrai qu'on avait l'image, mais on n'avait pas le son, donc il prenait son téléphone pour qu'on ait le son. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide parce qu'il a été formé, etc. Et ils ont aussi été formés en ligne, donc voilà, c'est quelque chose qu'ils peuvent. Il y a de belles initiatives, y compris dans ce que vous dites, donc y compris pour tous ces usages, ces nouveaux usages numériques en direction des personnes âgées. Il y a une belle association qui s'appelle Silver Geek,
sur le territoire, qui fait ça très très bien. Il y en a d'autres plutôt côté Bordeaux et il y en a plein d'autres aussi dans l'ensemble des régions. Donc oui, ça existe déjà, je pense que ça va se développer. Et forcément, là aussi, on ne reviendra pas en arrière. Donc, et puis après, on sait aussi que cet usage du numérique, il va aussi s'améliorer dans le temps, parce que les nouveaux retraités, les nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui à la retraite, c'est des gens qui maîtrisent ça complètement, parce qu'elles l'ont maîtrisé dans leur vie professionnelle. Donc là, on parle aussi d'une cible qui va s'amenuiser dans le temps. Donc on va forcément progresser dans l'ensemble de ces outils avec des gens qui seront de plus en plus aguerris, y compris à l'apprentissage, mais aussi à l'usage et à toutes ces limitations qu'on connaît bien mieux aujourd'hui. Jean-Pierre, vous aviez quelque chose, une réaction? Oui. Et c'est vrai que la difficulté de ces outils, c'est qu'ils sont de plus en plus rapides, alors que fonctionnellement, quand on avance en âge, on est de plus en plus lent. Et c'est vrai que ce paradoxe-là, il est quand même un peu difficile, parce qu'il y a une dextérité aussi qui demande des manipulations fines parfois. Par contre, le gros atout, je trouve, de l'image, c'est que ça peut être un magnifique moyen d'aider les gens à ce qu'ils s'expriment par eux-mêmes. On a une petite banque de données toute petite, mais on a fait pendant 50 journées consécutives une web TV, là, on a écouté la parole des personnes. Et on a alors ça s'est fait dans plein d'autres endroits, certes, mais là, c'est la parole des gens que je connais le mieux, ceux avec qui habitent dans l'établissement. Et ça, de pouvoir parler à quelqu'un comme nous le sommes, là, avec une caméra, on l'oublie très vite, la caméra. Et alors qu'une prise de parole, quand on veut faire vivre une instance de type conseil de vie sociale, c'est impossible. Par contre, recueillir des paroles de manière individuelle et proposer aux personnes qui le souhaitent de le diffuser, que tout le monde puisse en bénéficier, ça marche. Les télévisions. Oui. Et ça peut être un moyen qu'on arrive enfin un jour à laisser nos aînés parler par leur propre bouche, parce qu'on a une capacité à parler à leur place qui est assez phénoménale quand même. Et c'est peut-être un des moyens qui peut nous y aider. Pendant la pandémie, il y avait des paroles qu'on n'a pas entendues, mais je pense que tous ceux qui sont dans le secteur ont entendu des personnes dire « on n'est pas inquiet pour nous, on est inquiet pour nos enfants et nos petits-enfants. Arrêtez de nous prendre pour des... je ne sais pas quoi, mais on s'est beaucoup préoccupé de nos aînés en les regardant un peu d'en haut, en disant tous ces petits êtres fragiles, là, il faut prendre soin d'eux, en oubliant... toute la force et le courage qu'il y a chez ces personnes-là pour arriver à l'âge où ils se sont rendus et d'affronter ce qu'on a affronté, parce qu'apprendre la perte, c'est pas quelque chose de simple. Mais, donc si les outils peuvent, moi c'est que c'est quelque chose qui peut qu'on peut partager, et se dire que nos aînés, c'est pas que le passé, ça peut être aussi une partie de notre avenir. Eh bien, c'est bien grâce à eux qu'actuellement le numérique est en train d'exploser, que la télémédecine arrive partout. C'est bien grâce à eux. Donc on peut aussi regarder les gens avec un peu plus comme ça de symétrie, au lieu de les regarder les yeux dans les yeux. C'est ce qu'une caméra permet très facilement de faire. Et puis revenir un petit peu à cette sagesse finalement qu'il y a dans d'autres sociétés, peut-être que l'on dit primitives, mais qui prennent la parole des sages comme parole quand même de sagesse, c'est-à-dire voilà, quand on gagne en âge, on gagne aussi en sagesse. Donc pas les infantiliser, mais au contraire se dire voilà, ils ont quelque chose à nous apprendre. Et c'est vrai que il y a aussi des très déraisonnables. Mais comme pas heureusement. Heureusement. Voilà. C'est rassurant. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus partager tout ça avec nous. Vous pouvez retrouver sur le site internet de Ressentez-vous des interviews, des reportages en lien avec cette thématique. Et puis je vous dis à bientôt.